Je suis un paysagiste un petit peu atypique et qui aime à chercher, au-delà des apparences, l'essence même de ce qui a fait la beauté et l'harmonie des jardins en Occident. Et avec moult recherches, j'ai abouti finalement à des conclusions qui peuvent paraître étranges pour certains, mais franchement, je crois que c'est l'essence même des jardins occidentaux. Et je crois qu'on a intérêt à piocher dans le sens du symbole et de l'ésotérisme qui nous conduit à des pensées universelles pour pouvoir avoir un minimum de sens dans ce qu'on observe dans les jardins occidentaux. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Symboles cachés dans les jardins occidentaux, des origines jusqu'à Versailles ». Ce livre, paraissant aux éditions Ivoire Clair, fait part des conclusions de mes recherches, mais je vais vous en donner grosso modo les principales données qui vous permettront peut-être d'ouvrir des pistes de réflexion, comme mon livre en ouvre, et qui permettront à ceux qui sont en recherche, eu égard à un espace qui est bien méconnu, qui est interprété de manière très jardinière aujourd'hui, de comprendre que finalement, le jardin est un temple à ciel ouvert qui comporte des symboles, au même titre que les cathédrales, au même titre que les temples maçonniques, au même titre que beaucoup d'édifices religieux, y compris des édifices religieux musulmans. Et finalement, on retombe finalement toujours sur des symboliques universelles qu'on retrouve qui à l'Orient, qui à l'Occident. Les premiers chrétiens et Jésus-Christ ont utilisé les données qu'ils avaient à l'époque qui correspondaient, si vous voulez, à la cosmogonie véhiculée par les prêtres de l'époque, à savoir que le monde était un monde plat, séparé en 4 continents, par 4 fleuves, les 4 fleuves de l'Éden, et puis il y avait au milieu la source féconde qui était le Verbe, qui disait la vérité. Et dans le jardin du cloître, on retrouve cette représentation avec les 4 fleuves de l'Éden représentés par 4 allées, qui séparent le monde en 4 continents, qui donnent les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et finalement qui permettent au commun des mortels de se faire une représentation de ce qu'est le monde. Ce qu'on voit moins dans le jardin de cloître, c'est la 3e dimension, qui est la verticale qui existe sur l'axe central, matérialisé par le puits qui normalement devrait se trouver au milieu du carré que représente le cloître, et qui fait la relation entre la terre et le ciel. Et ce puits a une importance considérable symboliquement dans les jardins, puisque c'est l'endroit dans lequel on passe de la matrice terre, de la matrice humique, à la matrice air, gazeuse, c'est-à-dire l'eau sur ses 3 dimensions, l'eau sous sa forme de matière, condensation, ensuite sous sa forme liquide, l'eau sous sa forme miroir, puisque au fond du puits, il y a à un moment donné une surface qui permet de se mirer dedans. Donc c'est un endroit dans lequel on peut avoir aussi son image virtuelle, c'est très important. Et puis ensuite, le puits, cette surface d'eau, elle est bien plus basse que la surface de la Terre. Donc dans la colonne d'air qui est au-dessus, on imagine que le Verbe de Dieu se crée, puisque la vie se crée à partir de l'eau, eh bien le Verbe de Dieu se crée à partir de l'air qui est au-dessus de l'eau. Annick de Souzenel l'a bien dit, on a l'eau qui est la matrice de la vie, et puis ensuite on a l'eau qui est la matrice spirituelle, puis après on a l'eau qui est la matrice du crâne, qui est sublimée, et je veux dire à l'état gazeux, à l'état vaporeux. Mais dans le cloître, on voit bien finalement que le puits sert de symbole de naissance du Verbe qui fait en sorte que le dogme divin existe et qu'il est là finalement pour fertiliser tout ce qui se passe autour, et qu'on peut tirer l'eau du puits en utilisant le Verbe et arroser les plantes qui sont tout autour du puits et alimenter les 4 fleuves de l'Éden qui séparent le monde en 4 continents. Alors c'est peut-être pas très clair, mais finalement c'est quand même
la base de la chrétienté. Au départ, tout est verbe. Les choses n'existent que parce qu'elles sont nommées. D'ailleurs, chez les Juifs, c'est exactement ça également la base de leur religion. On peut donc dire que à ce sujet-là, les chrétiens n'ont fait qu'emprunter aux Juifs, mais en fait, ils l'ont transformé de manière à le bonifier et à transformer ça dans un sens où l'essence même du jardin, de la parole de Dieu, conduit à l'amour. Alors ça, c'est un autre problème, mais finalement, le jardin de cloître est là pour rappeler que le paradis, c'est quelque chose qu'il faut atteindre, qu'on ne peut pas l'atteindre pendant qu'on est sur Terre, c'est clair, mais qu'on peut s'en donner une idée. Voilà. Donc c'est la tendance, c'est ce à quoi on doit tendre, et c'est le sens qu'on doit donner à sa vie. Alors le puits a un rôle fondamental. Et puis il faut bien savoir également que le jardin de cloître ne peut être atteint que par le prieur. Les moines ordinaires ou les hommes qui tournent autour dans la galerie du cloître n'ont pas le droit d'aller dans le jardin. Seul le prieur qui est reconnu comme indemne de péché, donc un homme libre, qui est prêt à accéder vers Dieu, a le droit d'aller sur le jardin. Donc c'est aussi insignifiant. D'ailleurs, on verra que chez les francs-maçons, il y a un symbole qui s'appelle les fenêtres grillées ou les fenêtres grillagées. On peut penser que ces fenêtres grillagées correspondent aux grilles qu'on pose, en particulier en Espagne, dans les cloîtres espagnols. Je pense à celui de Tarragone, où il y a des grilles qui empêchent le quidam de passer de la galerie dans le jardin, plein de lumière, et qui sont là pour dire, attention, vous pouvez voir à travers, mais vous devez vous rester là, et vous êtes cantonné en tant qu'humanité à rester sur la terre, dans un endroit où c'est pas bien agréable de séjourner avant que d'atteindre cet espace idyllique. Alors évidemment, donc, il y a cette signification du puits est très importante, mais il y a aussi la signification de la verticalisation, c'est-à-dire qu'on montre à l'homme qui tourne dans la galerie que pour être un homme, il faut aussi être debout. C'est-à-dire que le propre de l'homme, c'est d'être vertical par rapport à tous les autres animaux, donc c'est de se tenir verticalement, et quelque part, c'est d'une importance capitale pour qu'il arrive à s'accomplir. Annick de Souzenel, je reviens à elle parce qu'elle parle très souvent de l'accomplissement de l'homme. Il faut que l'homme soit sur ses bases, qu'il soit sur ses pieds, ensuite qu'il se dresse pour qu'il puisse s'accomplir, c'est-à-dire que ses pieds sont dans la terre, mais sa tête est dans le ciel. Donc c'est comme dans le puits, c'est-à-dire on part de la matrice humide pour aller à la matrice du crâne et ensuite se sublimer dans la mort. C'est-à-dire une sorte c'est vraiment ce que disent les évangiles, c'est-à-dire on n'est que poussière, on vit et on retourne à la poussière. C'est-à-dire qu'on part du rien et on retourne au rien. Mais entre-temps, on a fait un voyage dans la vie parce que l'eau existe, parce que le soleil existe, parce que les éléments sont là. Donc le puits est là ici également pour rappeler la verticalisation. Cette verticalisation, on la retrouve également dans les temples maçonniques. Les temples maçonniques ont au-dessus du pavé mosaïque un fil à plomb. Je crois que ce n'est rien d'autre que de rappeler à l'homme son essence propre qui est de se verticaliser pour exister. Donc je crois qu'il y a dans ce jardin de cloître des symboles forts, rien que là.